Les fermiers médiévaux n'avaient pas de machines, pas de magasins et pas de super-outils. Mais ils ont quand même trouvé des moyens malins de cultiver leur nourriture et de survivre. Beaucoup de ces anciennes astuces fonctionnent encore aujourd'hui. La plupart des gens les ont simplement oubliées. Commençons par l'une qui a changé la façon dont la nourriture était cultivée pour de bon. À l'époque médiévale, les fermiers ne se contentaient pas de travailler dur, ils travaillaient intelligemment. Le système des 3 champs divisait les terres agricoles en 3 sections distinctes. Un champ cultivait des récoltes de printemps comme de l'orge ou de l'avoine. Un autre cultivait des récoltes d'automne comme du blé ou du seigle. Et le 3e champ était laissé vide, où les fermiers médiévaux avaient carrément inventé les congés pour la terre. Ce champ se régénérait, tandis que les parasites n'avaient nulle part où s'installer de manière permanente. Cette rotation doublait la production alimentaire par rapport aux méthodes anciennes. C'est un peu comme s'ils avaient découvert la solution éteindre et rallumer pour le sol des siècles avant les ordinateurs. Et contrairement à ton fournisseur Internet, ce système a réellement tenu ses promesses. Cette méthode ne nécessitait ni produits chimiques, ni équipements sophistiqués. Aujourd'hui, les fermiers bio utilisent encore ces principes. Qui aurait cru que nos ancêtres étaient écolos avant que ce soit à la mode? Ils étaient carrément des hipsters médiévaux, avec les barbes et tout. Ce système de rotation permet de produire jusqu'à 30% de récolte, en plus lors des sécheresses. Pas mal pour une technique vieille de 800 ans. Bien sûr, parfois il faut se salir les mains, littéralement. Tu sais ce qui est amusant? S'agenouiller dans la terre pendant des heures, arracher des petites plantes une par une. C'est en tout cas ce que faisaient les fermiers médiévaux toute la journée en arrachant les mauvaises herbes à la main. Le travail original et épuisant qui permettait aux cultures de survivre. L'arrachage à la main signifiait exactement ce que ça implique. Les fermiers et leurs familles passaient des heures à genoux en train d'arracher les plantes indésirables dans leurs champs. Pas d'outils, juste les mains, les genoux et des plaintes. La forme originelle de torture n'était pas le rack ou la vierge de fer. C'était faire quelqu'un ramper dans la boue toute la journée en juillet. L'arrachage à la main exigeait un vrai savoir-faire. Les fermiers devaient en savoir exactement quelles plantes étaient des mauvaises herbes et lesquelles étaient des cultures à peine germées. Arracher la mauvaise plante et c'était la fin du dîner. L'arrachage manuel peut réduire les populations de mauvaises herbes de jusqu'à 80% en une seule saison de culture. De nombreuses fermes bio et jardiniers continuent de le pratiquer aujourd'hui. Les jardiniers modernes appellent ça thérapeutique. Les fermiers médiévaux avaient probablement d'autres noms pour cela, aucun de ces noms n'étant convenable pour les enfants. Bien sûr, le travail de cette terre était impossible à réaliser seul. Heureusement, les fermiers médiévaux ont trouvé un moyen de partager la charge. Le système des champs ouverts était le premier projet de jardin communautaire de l'agriculture médiévale. Plutôt que des parcelles individuelles avec des propriétaires séparés qui faisaient chacun leur propre chose, les fermiers partageaient de vastes champs ouverts divisés en bandes. Tout le monde travaillait ensemble et la terre était cultivée collectivement, avec la rotation des cultures pour maintenir la durabilité. Ce n'était pas du socialisme, c'était juste de l'agriculture intelligente avant que quelqu'un ne puisse se permettre son propre tracteur ou bœuf. Pourquoi cela comptait-il? Pour commencer, cela créait un véritable esprit de communauté. L'agriculture, c'est un travail difficile et le faire ensemble rendait la charge plus légère. Des ressources comme les charrues, les bœufs et les outils pouvaient être partagés entre plusieurs familles au lieu que chacun essaie de se les procurer seul. Personne n'avait à tout faire seul lorsque le moment des récoltes arrivait. Le village apportait son aide et tout le monde en profitait. Le système des champs ouverts protégeait également contre les échecs totaux de récolte. Si ta parcelle de terre avait un mauvais drainage ou des problèmes de sol, tu avais aussi des bandes dans d'autres zones avec des conditions différentes. Les fermiers médiévaux savaient qu'il ne fallait pas mettre tous ces navets dans le même panier. Les variantes modernes de ce système sont toujours vivantes et bien portantes dans les jardins communautaires et les fermes coopératives aujourd'hui, où le partage des terres et des équipements permet encore de meilleurs rendements et des liens communautaires plus forts. La sagesse ancienne de mieux ensemble fonctionne aussi bien aujourd'hui
qu'il y a 800 ans. Mais les fermiers médiévaux n'étaient pas seulement astucieux lorsqu'il s'agissait de partager la terre. La plantation compagnon était la version agricole médiévale des rencontres. Bien avant les applications de rencontres, les fermiers associaient des plantes qui s'aidaient mutuellement à donner le meilleur d'elles-mêmes. Certaines combinaisons fonctionnent mieux que de véritables mariages royaux, sans le drame ni les décapitations. Prenons les 3 sœurs de la tradition amérindienne, le maïs, les haricots et la courge. Le maïs offrait aux haricots quelque chose pour grimper. Les haricots nourrissaient le sol avec de l'azote. Et la courge ombrageait le sol pour empêcher les mauvaises herbes et garder l'humidité. C'était l'équipe ultime. Les fermiers européens avaient aussi leurs propres astuces. Des herbes comme le romarin et le thym protégeaient les choux des insectes. L'ail protégeait les arbres fruitiers. Les plantes hautes abritaient les plus petites, sensibles au soleil. Les recherches modernes le confirment. Cornell a découvert que la plantation compagnon peut réduire les dégâts causés par les parasites de 65%, sans produits chimiques. Certaines combinaisons rehaussent même la saveur. Les tomates près du basilic ont un meilleur goût, ce qui explique probablement pourquoi elles se retrouvent toujours ensemble dans les sauces pour pâtes. Même aujourd'hui, les jardiniers comptent sur cette sagesse ancienne. Pas d'application, pas de technologie, juste des plantes qui sont de bons voisins. Et une seule fois, le maïs ne s'est plaint des haricots. Pendant que les plantes travaillaient ensemble au-dessus du sol, les fermiers médiévaux prêtaient aussi une grande attention à ce qui se passait sous terre. Les fermiers médiévaux ont transformé un problème malodorant en or agricole. Au lieu d'éviter le fumier, ils le traitaient comme un trésor. Ils collectaient soigneusement les déjections des vaches, des cochons, des moutons et des poules, et les empilaient en tas de compost qui fonctionnaient mieux que la plupart des comptes d'épargne. Le truc, c'était la patience. Le fumier frais est trop acide et peut nuire aux plantes, alors ils le laissaient se décomposer pendant des mois, le retournant de temps en temps. Le résultat, un compost riche et sombre, plein de nutriments qui améliorèrent la santé du sol et les rendements des récoltes, parfois jusqu'à 30% pendant des années. Des tests modernes montrent que le fumier vieilli peut contenir 5 fois plus de nutriments que les engrais chimiques et aider le sol à retenir l'eau. Contrairement aux fermes industrielles d'aujourd'hui qui luttent contre les ruissellements, les fermiers médiévaux ne gaspillaient rien. Ils considéraient le fumier comme trop précieux pour être perdu, et les fermes bio utilisent encore cette méthode aujourd'hui. En fait, le véritable trésor médiéval n'était ni l'or ni les bijoux, c'était le fumier de vache. Maintenant, toutes les plantations ne se faisaient pas directement dans le sol. Parfois, les fermiers médiévaux devaient s'élever au-dessus de leurs conditions. Les lits surélevés peuvent sembler une tendance moderne dans le jardinage, mais les fermiers médiévaux les utilisaient déjà il y a des siècles pour surmonter les conditions difficiles de culture. Ces plateformes de sol élevées résolvaient plusieurs problèmes agricoles avec une solution simple. Pourquoi se donner la peine de construire des lits surélevés? Pour commencer, ils drainaient mieux. En Europe humide et marécageuse, où la pluie tombait constamment, les lits surélevés permettaient aux racines des plantes de se tenir au-dessus du sol détrempé. L'eau s'écoulait à travers les canaux entre les lits, empêchant les récoltes de se noyer lors des fortes pluies. La structure des lits surélevés apportait un autre avantage, un sol plus chaud. En étant au-dessus du niveau du sol, le sol de ces lits se réchauffait plus tôt au printemps et restait plus chaud plus longtemps en automne. Cela prolongeait la saison de culture de plusieurs semaines cruciales, la différence entre une bonne récolte et la famine pendant les hivers médiévaux rigoureux. Construire des lits surélevés était aussi une forme de thérapie pour le dos médiéval. Travailler dans des lits surélevés signifiait moins se pencher, ce qui soulageait les fermiers de la douleur constante de jardiner au niveau du sol. Même au XIIIe siècle, les gens savaient que le mal de dos n'était pas une blague. Des études sur des jardins médiévaux reconstruits montrent que les lits surélevés pouvaient produire jusqu'à 40% de légumes en plus par pied carré que les plantations traditionnelles au niveau du sol. Le meilleur drainage, la qualité du sol améliorée
et la pression réduite des parasites contribuaient tous à cet impressionnant gain de productivité. Les jardins communautaires modernes et les fermes urbaines ont redécouvert les lits surélevés, pour beaucoup des mêmes raisons. Le design reste remarquablement inchangé. De simples cadres en bois remplis de terre riche, généralement d'environ 2 pieds de hauteur et 4 pieds de large, pour un accès facile. Ces anciens jardins étaient là peut-être surélevés, mais les rendements qu'ils produisaient étaient tout sauf un échec. Alors que les lits surélevés aidaient les fermiers médiévaux à tirer le meilleur parti d'un espace limité, parfois ils prenaient l'approche opposée et laissaient des champs entiers au repos. Laisser les champs se reposer pourrait sembler paresseux, mais c'était en réalité l'une des astuces agricoles les plus intelligentes du Moyen Âge. Les fermiers médiévaux laissaient délibérément des portions de leurs terres non plantées pendant une saison ou plus, accordant au sol une pause bien méritée, après une culture constante. Est-ce que ça marchait? Absolument. Lorsque le champ est en jachère, des choses étonnantes se passent en sous-terre. Les bactéries bénéfiques se multiplient, la matière organique se décompose et les minéraux se rééquilibrent. Les insectes et les vers retournent pour aérer le sol. La pluie et la neige s'infiltrent profondément au lieu de s'écouler en surface. Le résultat? Lorsque les fermiers replantaient le champ, les cultures poussaient plus fortes et plus saines qu'auparavant. C'est comme si le champ était parti en vacances et revenait bronzé, se sentant revigoré et prêt à faire pousser des choses à nouveau. À une époque sans engrais chimiques ni test de sol, laisser la terre se reposer était la chose la plus proche d'appuyer sur un bouton de réinitialisation sur un sol épuisé. Les fermiers ne laissaient pas les champs totalement à l'abandon. Beaucoup laissaient les animaux paître sur les mauvaises herbes qui poussaient, ajoutant du fumier directement sur le sol en repos. D'autres cultivaient des légumineuses, comme le trèfle, qui remettaient de l'azote dans la terre. Dans tous les cas, le champ ne produisait pas de cultures alimentaires, mais devenait plus fertile pour de futures plantations. Des recherches sur des études agricoles à long terme montrent que des périodes de jachère correctement gérées peuvent augmenter les rendements des récoltes suivantes jusqu'à 25%. Les fermes qui intègrent des périodes de jachère dans leur plan voient une qualité de récolte à long terme jusqu'à 20% meilleure que celles qui plantent en continu. Cette pratique a disparu pendant l'agriculture industrielle, mais elle revient en force. Les fermiers régénérateurs modernes l'appellent « laisser reposer la terre » et l'utilisent pour reconstruire la santé du sol, naturellement. Tout en laissant certains champs reposer, les fermiers médiévaux s'assuraient que leurs autres champs cultivent un riche mélange de différentes plantes. Les fermiers médiévaux ne se contentaient pas de cultiver une seule chose. La variété était leur stratégie de survie. Contrairement aux vastes champs de monoculture d'aujourd'hui qui s'étendent à perte de vue, les fermes médiévales ressemblaient plus à des quilts de morceaux de tissu avec différentes plantes qui poussaient côte à côte à travers leurs terres. Cette diversité de cultures n'était pas juste pour rendre l'agriculture plus intéressante. Cultiver de nombreux types d'aliments était une sorte de police d'assurance médiévale. Si une maladie détruisait le blé, l'orge pourrait survivre. Si les insectes attaquaient les pois, les oignons seraient peut-être épargnés. Les fermiers médiévaux ne mettaient jamais tous leurs œufs dans le même panier. Ils les mettaient dans au moins 12 paniers, avec des légumes, des céréales, des herbes et probablement une poule pour pondre encore plus d'œufs. Une ferme médiévale typique cultivait plusieurs céréales comme le blé, le seigle, l'orge et l'avoine. Ils plantaient des légumineuses comme des pois et des haricots pour ajouter des protéines à leur alimentation. Des légumes comme le chou, l'oignon, l'ail et les navets fournissaient des vitamines essentielles. Les herbes servaient à la fois de médecine et de condiments. Certaines fermes incluaient même des arbres fruitiers ou des vignes. Ce mélange de plantes créait un système de défense naturel. Les maladies des plantes ne pouvaient pas se propager aussi facilement que dans les fermes modernes en monoculture, où des plantes identiques se tiennent côte à côte sur des kilomètres. Les parasites pouvaient dévorer une culture
mais trouver la suivante peu appétissante. Les recherches modernes confirment cette sagesse ancienne. Les fermes avec 8 espèces de culture ou plus subissent 50% de dégâts en moins dus aux parasites que les exploitations de monoculture. Les fermes durables d'aujourd'hui retournent à la diversité. Certaines cultivent maintenant plus de 200 variétés de cultures, créant ainsi une résilience face aux changements climatiques et aux fluctuations du marché tout en améliorant la santé du sol. Si les fermes modernes en monoculture sont comme des célibataires ennuyeux, les fermes médiévales organisaient la fête végétale ultime, et tout le monde était invité. Mais parfois, même les champs les plus diversifiés ont besoin d'aide pour contrôler les parasites. C'est là que les fermiers médiévaux sont devenus créatifs avec l'assistance de leurs animaux. Le contrôle naturel des parasites était l'arme secrète des fermiers médiévaux contre la destruction des récoltes. Avant l'existence des pulvérisations chimiques, les fermiers enrôlaient une armée d'animaux affamés pour protéger leurs récoltes précieuses des visiteurs indésirables. Les poules servaient de ligne de défense, grattant et picorant leur chemin à travers les plates-bandes pour chasser les insectes et leurs larves. Ces aides de ferme à plumes gagnaient leur pain en dévorant des sauterelles, des coléoptères et des vers qui, autrement, se régalaient des cultures. Ce n'étaient pas seulement des animaux de ferme. Ils formaient l'équipe originale de gestion biologique des nuisibles, travaillant pour leurs gîtes, leurs couverts et quelques caresses de temps en temps. Les canards se promenaient aussi dans les champs, spécialisés dans l'élimination des limaces et des escargots. Leur large bec était parfait pour ramasser ces envahisseurs glissants des jardins. Les propriétaires de vignobles médiévaux appréciaient particulièrement les canards, car ils dévoraient les limaces et les escargots sans endommager les vignes. Les chats rôdaient dans les granges et les entrepôts de grains, contrôlant les populations de souris et de rats. Sans ces chasseurs de souris en service, des portions importantes de grains récoltés auraient été perdues chaque année à cause des rongeurs. Un seul chat de grange pouvait protéger des centaines de livres de nourriture stockée. Le pouvoir de contrôle des nuisibles de ces animaux est impressionnant. Une seule poule peut manger plus de 100 insectes par jour. Pas étonnant qu'ils soient devenus des membres précieux de l'équipe agricole. Aujourd'hui, de nombreux vignobles bio en France utilisent encore des canards au lieu de pesticides, poursuivant ainsi une tradition vieille d'au moins 800 ans. Alors que les fermiers modernes se précipitent pour utiliser des produits chimiques au moindre signe d'insectes, les fermiers médiévaux relâchaient simplement la cavalerie de poules. Beaucoup plus divertissant. Et en plus, tu avais des œufs en bonus. Même avec un contrôle des nuisibles aussi efficace, certaines fermes médiévales faisaient face à des défis géographiques qui nécessitaient des solutions créatives pour maximiser l'espace de culture sur des terrains vallonnés. Les terrasses ont transformé des pentes de montagne impossibles en terres agricoles productives grâce à une détermination sans faille et une ingénierie ingénieuse. Les fermiers médiévaux dans les régions vallonnées étaient confrontés à un problème sérieux. Les terres planes étaient rares, mais les gens avaient toujours besoin de manger. Leur solution ? Couper des plateformes horizontales dans les pentes escarpées, créant une série de champs en terrasse qui grimpèrent la montagne. Chaque terrasse était soigneusement nivelée et soutenue par un mur en pierre ou une barrière en terre compactée. Cette surface plate empêchait le précieux sol de s'en aller lors des tempêtes. Un énorme problème sur les pentes où l'eau dévalait, emportant avec elle la couche arable. Les études sur les anciennes terrasses montrent qu'elles réduisaient l'érosion du sol de jusqu'à 90% par rapport aux pentes non modifiées. Les avantages allaient au-delà de la simple prévention de l'érosion. Les terrasses recueillaient aussi l'eau de pluie qui autrement aurait ruisselé. Cette humidité supplémentaire permettait aux cultures de mieux survivre aux périodes de sécheresse que les plantes sur des pentes naturelles. Dans les régions à faible pluviométrie, cette capacité de retenue d'eau signifiait souvent la différence entre une récolte et la faim. Construire des terrasses représentait un investissement considérable en travail.
Les communautés travaillaient ensemble pour déplacer des tonnes de terre et de pierres, souvent à la main. Ces fermiers médiévaux n'avaient pas d'abonnement à la salle de sport, mais ils n'avaient sûrement jamais sauté une journée de musculation après avoir grimpé leur ferme en montagne. Beaucoup de paysages en terrasse créés pendant le Moyen Âge existent encore aujourd'hui. Certains continuent à produire de la nourriture après 800 ans. Les terrasses de riz en Asie du Sud-Est, les terrasses de vignes en Italie et les terrasses d'oliviers en Espagne ont toutes commencé avec des fermiers médiévaux qui refusaient de laisser un terrain escarpé limiter leur espace de culture. Quand la vie donnait des montagnes aux fermiers médiévaux, ils ne se contentaient pas de faire de la limonade. Ils taillaient les montagnes en étagères et cultivaient des citrons à la place. Pourtant, même avec des terrasses réussies, les fermiers avaient besoin de moyens pour apporter de l'eau à leur culture, surtout pendant les périodes sèches. Leur solution était à la fois simple et brillante. Les canaux d'irrigation apportaient de l'eau vitale aux cultures à travers un réseau de canaux creusés à la main que les fermiers médiévaux créaient avec rien d'autre que des pelles et de la sueur. L'eau est essentielle pour faire pousser des aliments, mais la nature ne dépose pas toujours la pluie exactement là où et quand les plantes en ont besoin. La solution ? Rediriger les ruisseaux et rivières voisins vers les champs grâce à des fossés soigneusement conçus. Les fermiers médiévaux commençaient par identifier une source d'eau située plus haut que leur champ, peut-être un ruisseau descendant des collines. Ils creusaient un canal principal menant de cette source, puis des canaux plus petits s'étendaient à travers leurs terres agricoles. Tout le système fonctionnait uniquement grâce à la gravité. L'eau s'écoulait naturellement vers le bas, nourrissant les cultures assoiffées en chemin. Les fermiers fabriquaient de petites portes en bois pour contrôler le débit de l'eau et calculaient la pente parfaite pour leurs fossés, assez raide pour que l'eau coule, mais pas trop raide pour éviter l'érosion. Certains systèmes comprenaient même des bassins de décantation où la terre pouvait se déposer avant d'atteindre les plantes. Les systèmes d'irrigation médiévaux ressemblaient à de la plomberie avant l'invention de la plomberie intérieure, sauf qu'au lieu d'apporter de l'eau à ta douche, ils l'apportaient à ton dîner. Des fouilles archéologiques ont révélé des canaux s'étendant sur des kilomètres, certains servant à plusieurs fermes. Un système bien préservé en Espagne montre des canaux en usage continu depuis le XIIIe siècle, soit plus de 800 ans de service. Des études montrent que ces systèmes pouvaient fournir jusqu'à 80% de l'eau directement aux cultures, un taux que certains systèmes modernes peinent à atteindre. Pas de facture d'électricité, pas de pièces mobiles susceptibles de se casser, et le seul entretien nécessaire était de ramasser les feuilles. Voilà une technologie durable. Une fois les champs arrosés et les récoltes récoltées, les fermiers médiévaux avaient besoin de moyens pour conserver leurs récoltes pendant l'hiver. Leur solution était étonnamment simple, mais efficace. Les séchoirs à grains jouaient un rôle crucial dans la préservation de la récolte durant les longs hivers où cultiver des aliments frais était impossible. Après avoir travaillé si dur pour faire pousser leur culture, les fermiers médiévaux devaient s'assurer que leurs grains ne pourrissent pas ou ne germent pas avant d'être consommés. Leur solution, de simples racks en bois et des cadres conçus pour sécher les grains en utilisant uniquement l'air et la lumière du soleil. Les fermiers suspendaient des bottes de blé, d'orge, d'avoine et de seigle à l'envers sur ces racks. Typiquement placés dans des abris en plein air, leur conception permettait à l'air de circuler librement autour de chaque botte, éliminant progressivement l'humidité qui, autrement, entraînerait la moisissure. Pour les grains et graines plus petites, des nattes tissées à plat servaient de plateforme de séchage. Ce qui rendait cette méthode si efficace, c'était sa simplicité. Aucun carburant n'était nécessaire, aucun risque d'incendie n'était créé, et la valeur nutritionnelle des grains restait intacte. Des tests sur des grains séchés traditionnellement montrent qu'ils conservent jusqu'à 30% de nutriments en plus par rapport aux versions séchées rapidement à haute température.
La méthode médiévale de séchage des grains était le premier appareil économiseur d'énergie. Zéro électricité, zéro facture de gaz. Et ça ne tombait jamais en panne pendant la période de garantie. La patience nécessaire était considérable. Le séchage complet pouvait prendre des semaines selon les conditions climatiques. Les fermiers testaient les grains en les croquant. Les grains correctement séchés se fissuraient proprement plutôt que de se tordre sous les dents. Une fois séchés, ces grains pouvaient durer des années s'ils étaient stockés correctement. De nombreuses communautés ont survécu aux hivers rigoureux et même aux famines grâce à leurs réserves de grains. Les fermiers médiévaux n'avaient peut-être pas Instagram, mais ils savaient tout de même l'importance d'un bon thirst trap, celui qui piège l'humidité au lieu des abonnés. Si ces méthodes de séchage fonctionnaient bien pour les grains, les fermiers médiévaux adoptaient une approche différente lorsqu'il s'agissait de cultiver de la nourriture dans un environnement forestier. Le jardinage forestier permettait aux fermiers médiévaux de transformer les forêts en paradis producteurs de nourriture. Contrairement aux champs défrichés, les jardins forestiers étaient des bois où plusieurs couches de plantes utiles poussaient ensemble, imitant les forêts naturelles. Le jardinage forestier utilisait brillamment l'espace vertical. De grands arbres à noix et à fruits formaient la canopée. En dessous, des arbres fruitiers plus petits et des buissons de baies constituaient une couche intermédiaire. Des herbes, des légumes et des champignons poussaient sur le sol forestier où la lumière du soleil perçait. Les archives montrent que des jardins forestiers bien gérés produisaient plus de 300 livres de nourriture par acre, sans labourer, désherber ni arroser. La forêt se maintenait essentiellement d'elle-même une fois établie. Les jardiniers forestiers médiévaux jouaient à un Tetris en temps réel, empilant les plantes à différentes hauteurs pour maximiser la production alimentaire. La canopée des arbres protégeait les plantes sous-jacentes du gel, prolongeant la saison de croissance. La diversité des plantes attirait des insectes et des oiseaux bénéfiques qui contrôlaient les nuisibles. Les feuilles mortes nourrissaient le sol sans engrais ajoutés. Certains arbres fruitiers anciens, encore producteurs aujourd'hui, ont été plantés par des jardiniers forestiers il y a plus de 500 ans. Les fermiers médiévaux savaient que parfois, la meilleure façon de dominer la nature était de l'épouser, en travaillant avec les bois plutôt que de les combattre. Alors que les forêts offraient un type de frontière, les fermiers médiévaux créaient également des clôtures vivantes autour de leurs champs plus traditionnels. Les haies servaient de clôtures vivantes que les fermiers médiévaux plantaient autour de leurs champs. Ces buissons et arbres denses agissaient comme des frontières naturelles, avec de multiples avantages. Ces murs vivants bloquaient les vents forts, empêchaient le bétail de s'échapper, et produisaient souvent des baies, des noix ou des fruits comestibles comme source de nourriture supplémentaire. Ce n'étaient pas simplement des clôtures, elles étaient des multitâches médiévales qui accomplissaient 3 rôles pendant que les clôtures ordinaires ne faisaient rien. Les haies servèrent de refuge pour les oiseaux qui chassaient les insectes mangeurs de culture. Les haies traditionnelles pouvaient abriter jusqu'à 70 espèces d'oiseaux qui assuraient un contrôle naturel des nuisibles. Leurs racines profondes empêchaient l'érosion des sols sur les pentes et créaient un drainage naturel pendant les fortes pluies. Après avoir été retirées lors de l'agriculture industrielle, les haies font aujourd'hui leur grand retour, les fermiers redécouvrant leurs avantages pour la biodiversité. Elles sont en quelque sorte les videurs de la ferme, protectrices contre le climat et le snack bar tout en un. Au-delà de la création de frontières, les fermiers médiévaux organisaient également leur travail autour des cycles naturels des saisons. Les rythmes saisonniers guidaient les calendriers agricoles médiévaux avec des rythmes de travail qui suivaient le calendrier de la nature plutôt que de lutter contre elle. Les fermiers médiévaux adaptaient leurs activités aux heures de clarté et aux conditions climatiques. Le printemps était destiné à semer les graines. L'été apportait le désherbage et l'entretien. L'automne était la période la plus occupée, avec la récolte et la conservation. L'hiver offrait un rythme plus lent, axé sur des tâches intérieures, comme la réparation des outils. Ce programme naturel évitait l'épuisement des fermiers,
tout en offrant aux champs le temps de récupérer entre les périodes intenses d'utilisation. Les fermiers médiévaux savaient quand se reposer, contrairement aux fermiers modernes qui pensent que le sommeil est juste une chose à faire quand leur tracteur tombe en panne. Leur calendrier était remarquablement précis. De nombreux fermiers pouvaient prédire les dates de plantation en observant des signes naturels, comme les migrations des oiseaux ou la floraison de certaines plantes sauvages. Une étude a révélé que les fermes suivant les saisons naturelles avaient 40% de burn-out, en moins que celles qui forçaient une production tout au long de l'année. Suivre les saisons n'était pas seulement une question de praticité. C'était le premier programme d'équilibre travail-vie, créé des siècles avant que le burn-out ne devienne à la mode. Ces 15 méthodes oubliées montrent que parfois, les solutions les plus anciennes peuvent encore être les plus intelligentes pour notre avenir.